Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. On parle beaucoup de performance, d'objectifs, de discipline, de dépassement de soi, mais je trouve qu'il y a deux sujets qu'on évite autour de cette thématique. Le premier, c'est l'état dans lequel on cherche à performer. Et le second, qui est encore un peu plus profond, c'est l'honnêteté qu'on a ou pas avec soi-même dans cette recherche de performance. Est-ce qu'on poursuit vraiment les bons objectifs ? Est-ce qu'on est capable d'écouter les signaux faibles ? Est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on est en train de construire ? Alors aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ça avec quelqu'un qui a vécu la performance dans deux mondes exigeants, le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Emmanuel Girin est chef d'entreprise depuis plus de 20 ans. Il est aussi sportif de haut niveau en escrime. Il a été champion de France, deuxième au critérium mondial d'escrime en 2023 notamment. Et il a poursuivi des objectifs très exigeants dans le sport comme dans l'entreprise jusqu'au moment où son corps l'a arrêté net lors d'une blessure. Et à ce moment-là, tout est remis en question. Sa manière de performer, de se donner des objectifs et d'une certaine manière, plus globalement, de se regarder lui-même. Alors aujourd'hui, il développe une approche beaucoup plus lucide de la performance où le corps devient une boussole et où l'honnêteté avec soi-même devient une condition non négociable. Et c'est de cette approche dont on va parler. Bonjour Emmanuel. Bonjour Agathe. Je suis ravie de te recevoir. Tu as écrit un livre qui vient de sortir qui s'appelle « La victoire en nous », que j'ai pas complètement eu le temps de lire, je te l'ai dit. J'ai commencé, j'ai pas eu le temps de le terminer, mais dans lequel tu partages à la fois ton expérience et finalement une méthode pour atteindre ces objectifs. Et j'ai envie qu'on parle de tout ça aujourd'hui, mais avant, est-ce que tu peux me dire qui tu es ? Quand tu te définis, est-ce que tu es sportif ? Est-ce que tu es chef d'entreprise ? Est-ce que tu es les deux ? Ou est-ce que tu es encore plein d'autres choses ? Tout d'abord, j'ai envie de dire que effectivement, je suis entrepreneur et puis sportif. Je pratique l'épée, l'escrime depuis tout petit. Et j'ai arrêté à l'âge de 40 ans, même un petit peu avant, parce que le temps passe tellement vite. J'ai arrêté à 25-30 ans, après l'armée, le travail qui démarre, la vie avec les enfants. Et puis c'est en remettant mes enfants au sport tout jeunes, et puis comme par hasard, ils ont fait de l'escrime, que je suis reparti sur de la compétition, mais plus en loisir et en amateur. Okay. Et effectivement, le fait de refaire de la compétition et en même temps d'avoir lancé mon entreprise, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes. Alors on parle beaucoup de performance dans le sport comme dans l'entreprise. Et je pense qu'on pourra revenir sur le thème de performance, parce qu'effectivement, la performance, normalement, c'est ne pas être dans la norme. Et le fait d'être toujours dans la performance va nous poser bien des soucis. Et j'en ai oublié ta question. Ma question, d'origine. C'est comment tu te définissais, mais finalement, sportif et chef d'entreprise. Alors, ce que je peux mais dire, où est-ce que tu en es là, tu vois Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on va dire, même tout chef d'entreprise, tout entrepreneur est quelque part un sportif de haut niveau. Puisqu'on va retrouver des points communs. L'entrepreneuriat, c'est l'énergie, c'est la volonté, c'est la résilience qu'on retrouve également dans le sport. Et puis, il y a bien sûr des différences. Dans le sport, il y a toujours une fin avec un coup de sifflet qui va siffler la fin du match, une ligne d'arrivée, la fin d'un chrono. Dans l'entreprise, il n'y a pas ça. Là, il faut durer dans le temps, il faut rester en vie, alors que dans le sport de compétition, l'essentiel, c'est quand même d'aller chercher... Enfin, l'essentiel. L'objectif de résultat est là, l'essentiel ne l'est peut-être pas. Mais j'ai l'impression, enfin moi je suis assez d'accord avec ça, et d'ailleurs quand on a échangé pour la première fois et quand j'ai commencé à lire ton bouquin, je me suis dit que ça m'intéressait spécifiquement et qu'on allait bien s'entendre, parce que je pense profondément que le chef d'entreprise, mais finalement pas uniquement le chef d'entreprise, le manager qui manage une équipe, des gens qui sont très impliqués dans leur job sont des sportifs de haut niveau d'une certaine manière, mais qui s'ignorent quand même. Parce que le sportif de haut niveau a conscience
qu'il doit faire attention à son corps, enfin je crois, hein, justement à tout ce qui va composer sa performance, quand j'ai l'impression que le chef d'entreprise fonce un peu tête baissée sur ses objectifs sans tenir compte de ce qui va justement être déterminant pour cette performance. Exactement, c'est ce que j'explique dans le livre, justement. C'est que l'athlète, lui, son outil de travail est son corps. Donc là, il a, par définition, besoin d'en prendre soin, de le faire progresser. Alors que le chef d'entreprise l'oublie, cet outil de travail qui est quand même le principal outil. Hein. Si on n'est pas bien dans notre corps, on aura du mal à être performant avec soi-même, avec ses collaborateurs ou dans la vie de tous les jours. Donc c'est ce que j'explique dans le livre, les outils qu'utilise l'athlète pour atteindre la performance, l'objectif, et comment le mettre en place dans la vie de tous les jours ou dans la vie d'entreprise, ce que j'ai utilisé pour moi. Et toi, cette performance, cette volonté, tu l'as depuis toujours? Enfin, ça te vient d'où justement d'avoir fait du sport à haut niveau? Enfin, ouais, ça vient d'où? Alors, je pense que ça vient de tout petit. Ouais. Alors, une anecdote, on me disait à table, Emmanuel, tu fais ce que tu peux, à l'école, tu fais ce que tu peux, à table, tu te forces. Okay. Donc je pense que c'est un petit peu un dérivé de ça, et dès que j'entreprends quelque chose, l'objectif c'est de tenir ses engagements qu'on se donnait à soi-même. Donc en fait, en fonction de son engagement, de son projet, voilà, je me suis mis cet objectif-là de tenir mes engagements vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des collaborateurs ou des personnes avec qui je suis. Voilà, mais alors là, on te disait, à table, tu te forces, et à l'école, tu fais ce que tu peux. Ça veut dire, à l'école, tu ne te forces pas. Ça veut dire qu'en gros, à l'école, tu fais ce que tu peux. Et si tu ne te forces pas, c'est que tu dois rester dans une zone qui te convient. Oui, alors... Je trouve ça intéressant, tu vois, finalement, alors, ça. C'est vrai qu'il y a des... C'était peut-être pas comme ça que tes parents le voyaient. C'est pas comme ça que mes parents le voyaient, mais alors je peux rebondir sur un autre dicton. Ouais. On dit que vouloir, c'est pouvoir. En fait, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Donc, ce qui est important, c'est surtout la motivation qu'on va y mettre dans les objectifs qu'on se donne. Et pour ça... C'est ce que j'explique dans le livre. Hein, au préambule, il faut avoir un rêve. Ouais. Ce rêve, il doit avoir du sens, et c'est ce qui va nous permettre de nous embarquer. Et justement, si on a ce rêve, on va avoir la motivation et en découler la volonté. Et si on a tout ça, normalement, le travail, les efforts qu'on va y donner va avoir du sens, parce qu'il va permettre d'atteindre ce rêve. Donc toi, tu poursuis plus un rêve qu'un objectif? Je poursuis un rêve, tout à fait, et pas un objectif. Et du coup, tu as à un moment donné défini ton rêve? Parce que ce que tu dis dans ton livre, c'est que du rêve découlent des projets pour atteindre des objectifs, c'est ça? Exactement. Toi, tu t'es à un moment donné, tu avais une vision claire de ce que tu voulais construire dans la vie, de ce rêve justement, ou tu l'as réalisé tardivement? Il y a cette blessure dont on va parler aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Enfin, comment ça s'est construit, ça, ce rêve? Alors, effectivement, là, je parle d'un rêve sportif. On peut en avoir d'autres, entrepreneurial. C'est vrai que l'entreprise m'a toujours tenu à cœur. Et quand je me suis créé mon entreprise, il y a une vingtaine d'années, voilà, j'avais un objectif d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, de résultats. Ça a été la même chose dans le sport. Et en fait, c'est déclaré que quand j'ai repris le sport très tard, avec cette blessure qui était sur une petite compète régionale sans beaucoup d'importance, qui était plus en mode loisir pour moi, et en face j'avais des personnes qui étaient là sur des compétitions pour se qualifier pour les championnats de France, et là advient une rupture du tendon d'Achille. Petite blessure en soi par rapport à tout ce que connaît les problèmes de la planète, hein, donc il faut tout relativiser, mais cette blessure a fait que j'ai été arrêté pendant 6 mois. Le lendemain j'étais quand même au travail, mais au niveau sportif, voilà, c'est 6 mois d'arrêt. Et là je rencontre un préparateur physique et puis on échange. Il me dit oui, moi quand j'étais plus jeune, j'ai eu des regrets de ne pas suffisamment croire à mon rêve de sportif, et je me suis mis des barrières, des plafonds de verre. Et là, il s'appelle Ludovic, et il me dit Emmanuel, tu peux encore y croire à ce rêve, rien ne t'empêche de le poursuivre. Donc voilà, et c'est parti de là. Okay. C'est parti de là, de ce rêve, et je me dis jusqu'où je peux aller. L'objectif que je me suis dit, c'est d'être champion du monde. Mm-hmm. Donc il me dit écoute, on va travailler ensemble pour aller chercher ce rêve-là.
Donc c'est au moment où tu te blesses que tu te rends compte que tu as... Parce que cette blessure, la rupture du tendon d'Achille, ça veut quand même vraiment dire que tu as tiré sur la corde avant, enfin que tu n'as vraiment pas fait attention à ton corps, Oui. ou c'est quelque chose qui arrive de manière un peu nette? Non, Alors, c'est quelque chose, effectivement, qui est arrivé net, la rupture, mais ça faisait longtemps qu'il me faisait souffrir, ce Oui, c'est tendon ça. d'Achille. Ça arrive parce J'ai que été chez le kiné, j'avais de la rééducation, mais voilà, c'était l'éducation aussi que j'avais certainement reçue. On serre les dents et on avance, on ne s'écoute pas. Et en fait, voilà, je prends l'exemple du poème La chêne et le roseau. On pense être un chêne, on va tenir, il y a la tempête, le vent souffle, voilà, et le chêne en fait ne casse pas, il se déracine même. Hein. Voilà, alors que le roseau, tout le monde connaît la fable de La Fontaine, il plie, et c'est un petit peu ça, voilà, ce que je voulais dire. On ne s'écoute pas suffisamment, et en s'écoutant en fait, on va justement pouvoir plier comme le roseau. Et c'est en gros, c'est donc à ce moment-là que tu te mets à écouter à la fois ton corps, puisque tu n'as pas le choix. Là, en gros, on t'impose d'arrêter de faire du sport, de prendre conscience qu'il va falloir en prendre soin ensuite. Mais il y a autre chose qui se passe, parce que si tu dis qu'avec ce fameux Ludovic, vous définissez un rêve pour le coup, et donc un objectif. Exactement. Tu as un rêve, et ce qui devient ton objectif, d'un point de vue sportif. Mais ça te fait quand même, j'ai l'impression, revoir tout un mindset global de vie, quoi. En fait, effectivement, c'est un changement de prisme, de voir les choses. Et en plus, ça permet de faire des rencontres. Voilà, en écoutant les gens, on rencontre des personnes. Et quand je dis des rencontres, c'est vraiment important. La rencontre, c'est la personne qui va faire changer légèrement ou beaucoup la trajectoire de vie. J'ai rencontré tout un tas de préparateurs physiques, mentaux, c'était intéressant. Je me suis passionné dans ce domaine-là, et en fait, ça ouvre plein de nouvelles perspectives. Je parle des fameux plafonds de verre où on se met psychologiquement des barrières. Hein. Ce n'est pas des barrières techniques, c'est plus des barrières psychologiques en disant bah non, c'est trop grand pour moi, ce rêve, je ne pourrais pas l'atteindre. Voilà, c'est des choses qui peuvent se dépasser, et on apprend, comme tout, comme on apprend à lire, on peut apprendre à exploser son plafond de verre. Mais c'est marrant parce que finalement, tu te mets ton plus gros objectif sportif au moment où tu es à terre, quoi. Oui, exactement. Et parce que, enfin, moi, quand on m'a parlé de ton histoire, j'ai pas exactement compris ça. J'ai surtout compris que au moment où tu es à terre, entre guillemets, tu comprends que là, oh là là, en fait, on peut plus fonctionner de la même manière. Mais c'est même pas uniquement ça, en fait. C'est là où tu te mets à rêver. Et parce que tu as tout ce mindset qui change, comme tu dis, tu t'entoures de personnes qui vont t'aider à construire. Et du coup, tu parles justement d'une méthode, ta méthode vitale. Oui. Tu peux, c'est à ce moment-là que tu l'as construit? Bien sûr. Alors, c'est à ce moment-là. En fait, cette méthode vitale que j'ai construite, je l'ai exprimée dans le livre. Donc, en fait, elle s'est écrite, elle s'est mise en forme dans le livre, mais elle était inconsciemment, elle était présente, présente en moi, et puis elle s'est construite au fil du temps. Et voilà, il a fallu 10 ans pour que ça se mette en forme. Et quand je suis passé à l'écriture par pure coïncidence, hein, puisque j'étais pas du tout parti pour écrire un livre, mais ça s'est fait par coïncidence. Et, voilà. Et la méthode vitale, c'est exprimé, c'est un acronyme. Hein. Vital veut dire V, vivifiant, I, indépendant, T veut dire, veut dire, T veut dire, ça reviendra, A, authentique, et L, ludique. Voilà. Et le T, je reviens sur le T, transportant. Donc ça veut dire que ce que tu dis, c'est que les objectifs qu'on se met doivent avoir toutes ces composantes-là pour nous convenir. Pour nous convenir, voilà. C'est des piliers importants, ils prennent plus ou moins de la place. Indépendant, c'est quoi? C'est que ça dépend que de nous? Alors, indépendant, voilà, si on les reprend, le I de indépendant, il dépend que de nous. L'objectif, il ne doit pas dépendre d'autres personnes. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Je me rappelle mon coach à la bord d'une première grosse compétition. Il me dit, Emmanuel, c'est quoi ton objectif de cette compétition? Je me suis un peu gratté la tête, je ne voulais pas lui dire je vais faire premier parce que ça paraissait prétentieux. Je lui ai dit ça serait bien d'être en finale, monter sur la boîte c'est le fameux podium. Il me dit non Emmanuel, ce n'est pas un bon objectif ça. À la compète, je pense que vous avez tous le même objectif, donc il va y avoir un problème. Hein. Il n'y a que 3 places sur le podium, vous êtes 150 au départ, donc ce n'est pas du tout un bon objectif. Tu dois avoir un objectif qui dépend que de toi. Donc en fait, indépendant, je me suis trouvé mes objectifs, c'est d'être combatif, d'être pugnace, de trouver du plaisir, voilà, et en fait, le résultat vient ensuite. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, hein, il se construit le résultat, mais le résultat finit toujours par arriver. En fait, c'est l'objectif, pas... Enfin, cette indépendance-là, c'est
elle se définit par des objectifs qui sont ceux du chemin plutôt que de l'arrivée, non? Tout C'est à ça? fait, voilà. Ouais. Autant le rêve, il doit faire peur, il doit être grand, ambitieux, mais Donc, il faut rêver grand. voilà, Ça, c'est ton premier il truc. faut rêver grand, Ouais. tout à fait. Et ça, il doit faire peur. Pour savoir si on rêve grand, c'est que le rêve doit nous faire peur. Oh là là, Ok. voilà. Mais en fait, C'est intéressant de ouais. dire ça parce que moi, je trouve que c'est évidemment essentiel de rêver. Euh, je trouve qu'effectivement, il ne faut pas voir petit, mais à l'inverse, un rêve qui fait peur me paraît être un rêve d'une certaine manière irréalisable. Et donc, parce que s'il fait peur, c'est que... Voilà. Alors peut-être que je me bride trop, hein, mais et je me dis que du coup, toi tu dis il faut un rêve qui fait peur, donc il faut un truc si fou que... Est-ce que tu arrives à y croire quand même en fait? Parce que s'il Oui. fait peur, est-ce que tu y crois? Oui, parce qu'en fait, bon, déjà, on va le découper, ce rêve, en objectifs, en micro-rêves, micro-objectifs, et ces objectifs sont atteignables. Donc, on va faire un chemin. Et en fait, dans Vital, il y a transportant, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est le chemin qu'on va parcourir pour atteindre ce rêve-là. C'est vraiment le Graal. Et même si on n'atteint pas l'objectif du rêve, il va tellement nous apporter, ce rêve, il va tellement nous faire grandir, nous transformer, que c'est ça le Qu'on aura véritable gagné, quoi. qu'on aura gagné. Ouais. Voilà. Alors que si on rêve trop petit, en fait, on va pas aller bien loin. On va atteindre son rêve, on va l'accomplir, On n'aura pas été mais transporté. on n'aura pas été transformé, on n'aura pas beaucoup grandi de tout ça. Ah, attends, V vivifiant. Si on... Alors, V vivifiant, effectivement, il faut qu'il nous vivifie, il faut qu'il nous fasse aller de l'avant, Stimulant, quoi, stimulant. En Ensuite, il est indépendant, il dépend que de nous, Ouais. pas des autres. Ensuite, T, T, transformant. transformant, il va nous faire parcourir un chemin de vie, et même si on ne l'atteint pas. Ok. Donc voilà, il va nous faire grandir. Je pense que c'est l'un des piliers les plus importants pour moi. Ok. A, Oui, parce que voilà. c'est ce qu'on dit, c'est que c'est le chemin finalement Exactement. qui est le plus important. Ouais. Ok. Alors, et A de authentique. Alors authentique, en fait, souvent on a tendance aussi, alors je vais prendre un exemple tout bête, hein, on est dans une famille où tout le monde a fait médecine. On va faire médecine. Voilà, c'est pas notre rêve, c'est celui d'autres personnes. On le rencontre aussi souvent dans l'entreprise entrepreneuriale, avec des personnes qui héritent de l'entreprise familiale. On se doit de continuer, de prolonger. Alors ça peut être un rêve, effectivement, mais voilà, il n'est pas forcément authentique. Donc En fait, il doit être très personnel. Voilà. Quoi. Alors il peut l'être, attention, hein, mais, voilà, mais souvent il emprunte ce chemin-là. Okay. Et puis le dernier, il doit être ludique. Je pense qu'on doit se faire plaisir. Alors ça, c'est quelque chose que moi, à titre personnel, j'ai souvent oublié. J'ai tellement été focus sur l'objectif, sur l'atteindre, que j'en ai oublié souvent ce moment-là. Et en fait, là aussi, j'ai une petite anecdote. Alors, c'était pour les championnats de France. Mon coach préparateur mental me dit, écoute Emmanuel, je ne peux pas t'accompagner, mais si tu as un problème, tu m'appelles, je décroche, j'attends ton appel. Donc je commence ce qu'on appelle des tours de poule, qui sont des tours qualificatifs pour un tableau d'élimination directe. Donc on a intérêt à faire des bons tours de poule pour être bien classé dans le tableau, pour prendre les matchs plus faciles sur le papier, et puis en fait par élimination directe se retrouver petit à petit sur les plus forts à la fin. Et là, je démarre très mal mon tour de poule. Je sais que je vais être dans le ventre mou du tableau, c'est-à-dire tout de suite prendre quelqu'un qui a déjà un bon niveau. Donc là, j'appelle mon coach, je lui explique tout ça, ma frustration de mal avoir démarré, je suis frustré en fait. Voilà. Ouais. Et puis là, il me dit, Emmanuel, pourquoi tu es là? Dis-moi, pourquoi tu es venu à cette compétition? Et il a raccroché. Okay. Et ensuite, ça fait son petit chemin. Il m'a laissé avec ça, avec cette phrase-là. J'ai démarré mon tour de tableau. J'ai eu un match un petit peu difficile. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. État de flow. Le plaisir, et j'ai été jusqu'en finale pour la gagner. Mais tu as réussi à répondre à cette question pendant ces tours-là, où en fait, il t'a laissé avec un truc et tu t'es rendu compte après, avec du recul, que parce que tu avais trouvé du plaisir, tu étais rentré dans quelque chose qui permettait de gagner. En fait, il a planté la petite graine qui commençait à prendre, à germer. Et puis bon, c'est après qu'on décante, qu'on réfléchit, on demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on peut passer en très peu de temps de je suis mauvais, je fais...
excusez-moi du vocabulaire, je fais de la merde, voilà, à tout réussi. Ouais. Mais du coup, ça, tu t'en rends compte après. Et là, j'imagine que ce jour-là, tu as gardé cette Voilà, nécessité cette du ludique. nécessité et du L dans Vital. Ouais. Mais là où je te rejoins, c'est que là, on parle sport, mais finalement, en entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est-à-dire que si au quotidien, rien n'est léger, alors forcément, qu'il y a du sympa, du moins sympa, mais comme dans tout job, en fait. Mais si tu n'as pas un minimum de fun, en tout cas de plaisir, pas forcément de fun, mais de plaisir, tu peux pas... Et tu vois, moi, j'ai une autre anecdote. J'ai revendu une boîte, un e-commerce, il y a plusieurs années. Et j'étais un peu perdue après cette vente parce que... vide, quoi, peur du vide, etc. Donc je me posais beaucoup de questions sur ce que j'allais remonter. Et c'était un moment où j'avais la chance d'avoir beaucoup de propositions pour intégrer des projets assez ambitieux, notamment sur du B2B, des logiciels en SaaS, etc. Et je sortais donc d'un e-commerce de lingerie, B2C, avec toutes les problématiques associées à la distribution. Et je me souviens d'une discussion avec une de mes amies, et je lui dis écoute, j'ai tellement galéré là en B2C qu'en fait le B2B m'attire, cette récurrence, le fait d'avoir des abonnements, en fait ça serait plus simple, quoi, mais ça me fait pas rêver, ça me fait pas vibrer. Et en même temps, la raison me fait aller vers ça. Et cette pote m'a très justement dit ce jour-là, écoute Agathe, c'est peut-être plus compliqué de faire du B2C. Donc pour B2C, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment s'adresser directement au consommateur, c'est pas s'adresser à l'entreprise. C'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être plus galère, c'est peut-être plus compliqué de sortir un produit, de se faire connaître, etc. Et surtout de retenir tes clients, d'avoir de la fidélité. Mais en fait, c'est ce qui te fait vibrer. Donc ne te pose aucune question, va là où ça te fait vibrer, parce que c'est là où tu arriveras à finalement déployer ton énergie au mieux et donc performer, quoi. Et donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Moi, c'est cette discussion, tu vois, qui est restée ancrée en moi et qui m'a vraiment à ce moment-là fait dire, ok, pas tout de suite, mais derrière, en fait, ça sert à rien d'essayer d'aller chercher la raison dans la prochaine boîte que je vais monter. Il faut que je cherche quelque chose qui réellement me fait vibrer, et là, je me poserai aucune question et je serai forcément bonne dans ce que je vais faire, quoi. Mais... Donc on a tous nos moments où en fait on le réalise, mais je te rejoins, je trouve que c'est essentiel. En entreprise, il y a une expression populaire que j'aime bien, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est important de prendre plaisir, et en fait on a souvent tendance à enfiler un costume. Quand même. On l'oublie trop parce qu'on est dans la fonction. On enfile ce fameux costume de chef d'entreprise avec tout l'attirail qui va avec, et on oublie ce côté plaisir qu'on doit avoir au quotidien. Quand tu dis on enfile le costume, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que tu as des codes. Tu te dis même en tant que manager, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Moi, c'est des réflexions que je me fais souvent chez 16med, de me dire là, je viens d'avoir une attitude, mais qui n'est pas du tout l'attitude d'une manager. Bon, et en même temps, en fait... zut, quoi. Enfin, tu vois, c'est bon. J'avais envie d'être comme ça avec mon équipe. J'étais comme ça, j'étais naturelle, j'étais spontanée. C'était peut-être un peu déplacé, mais finalement, c'est d'ailleurs aussi ce qui fait qu'il y a du lien et qu'il y a un autre sens. Mais c'est difficile parce que je pense qu'effectivement, on t'explique qu'en fait, pour être manager, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut respecter telle règle. En fait, il faut surtout, je pense, être soi-même, quoi. Et après, il y a aussi quand même une pression. C'est-à-dire que quand tu montes ta boîte et que tu as des enjeux financiers, etc., tu t'en viens en fait à peut-être un peu à tourner autour de cette pression-là, quoi. Il y a la pression, il y a beaucoup l'affect aussi, parce qu'on touche à l'humain, et donc et tout ça vient perturber beaucoup les choses. Alors c'est vrai que le sport pour ça est beaucoup plus simple, pour ça que je disais en préambule que le chef d'entreprise, le manager est un sportif de haut niveau, et il est bien plus compliqué d'être entrepreneur, chef d'entreprise que sportif de haut niveau. Il y a beaucoup plus d'éléments exogènes, imprévus, qui viennent perturber la vie de l'entreprise. Voilà. Oui, et puis comme tu dis, tu n'as pas de temps de pause. Non. Parce que finalement... J'imagine que le sportif de haut niveau continue à s'entraîner même entre deux tournois, évidemment, pour rester au niveau, mais tu peux un peu relâcher. On a du mal à relâcher quand on est chef d'entreprise. On devrait... Enfin, moi, je trouve qu'on... Toi, tout à l'heure, je te disais que je partais une semaine chaque année seule. Je m'enfuis un peu, mais parce que ça me permet justement de redescendre à la fois en pression, mais aussi, d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses qui se décantent dans ma tête, en fait, à ce moment-là. C'est très bénéfique pour la boîte. Mais ça, j'ai mis plus de 10 ans, en fait, à comprendre que c'était essentiel. C'est compliqué de lâcher, en fait, de couper,
Ouais, c'est une pression quand même qu'on se met un peu constante, quoi. Surtout quand on est en phase de démarrage, en start-up, c'est 200% du temps. Ouais. Et on en oublie souvent soi-même. Hein, et on est le principal moteur de l'entreprise pour autant. Ouais, bah oui. Donc si le moteur est grippé, l'entreprise, le rouage principal de l'entreprise l'est également. Bah oui, moi je trouve que c'est l'équipe qui est le moteur, mais n'empêche que tu es la pompe à essence de ce moteur-là, en fait. Donc, ouais. Toi, c'est quoi l'histoire de ta boîte ? Alors, moi, l'histoire de ma boîte, en fait, je travaille dans le bâtiment. C'est une petite société que j'ai rachetée au début, qui avait déposé le bilan, qui était une plomberie. Je l'ai reprise, il y avait 9 personnes au début. Et puis, voyant que quand on est plombier, alors je ne suis pas du tout plombier de formation, mais le secteur était intéressant. On faisait beaucoup de salles de bain clés en main. On avait avec le lot plomberie et tous les autres lots, électricité, carrelage, peinture, étaient sous-traités. Et puis, je me suis dit, je vais développer d'autres activités connexes au métier de la plomberie, donc en rachetant des entreprises du second œuvre avec la même typologie de clientèle, de qualité de travail. Voilà. Et le groupe GAP s'est constitué comme ça pour monter jusqu'à une centaine de personnes. Okay. J'ai connu des succès, j'ai connu des échecs. Centaine de personnes, et quoi en termes de volume d'affaires ? En volume de chiffre d'affaires, on est monté jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Ça, c'était juste avant la Covid. Okay. On a eu, comme tout le monde, cette histoire de la Covid en mars 2020. Et puis, par-dessus ça, moi, j'ai connu d'autres déboires avec de la concurrence déloyale d'un des chefs d'entreprise avec qui j'avais racheté l'entreprise et qui avait monté une entreprise concurrente en dévoyant toute une partie des clients. Okay. Ça, c'était en même temps que le Covid. Toujours en même temps que le Covid, j'ai eu un autre problème à gérer, un gros crypto-virus chez mon prestataire informatique, dont je tairai le nom, okay. Mais voilà, qui a été crypto-loqué. Alors ça peut arriver à tout le monde, mais en fait, il a perdu nos données, il a perdu les sauvegardes. Et en fait, on s'est chopé ces 3 problèmes, plus les taux d'intérêt qui ont augmenté en 2024. Et là, je me suis dit, Emmanuel, j'ai plus le cash pour remettre dans l'entreprise. Donc, il fallait trouver un acquéreur pour, 1, sauver l'emboîte, et puis 2, sauver également tous les emplois. Les et donc, ça s'est fait tout récemment, puisque donc, j'ai cédé en février 2026 de cette année. Okay. Voilà, donc là, c'est pas une sortie comme je l'avais imaginé. Hein. Dans mon rêve entrepreneurial, je m'étais imaginé une autre sortie, un autre objectif. Ouais. Mais en fait, le rêve, comme je dis, hein, voilà, la cerise sur le gâteau, c'était la vente. Mais le gâteau, j'ai pu en profiter puisqu'en fait, j'ai vécu une aventure fantastique avec plein de choses. J'ai appris, j'ai grandi, hein, comme dit dans Vital. Voilà, j'ai grandi pendant toute cette aventure-là. Et alors là, c'est encore frais parce que ça fait quelques mois. Oui. Donc, est-ce que tu arrives déjà à retirer quelque chose de cette expérience-là qui finalement, tu t'étais mis un objectif qui n'est pas celui qui a été atteint. Néanmoins, ce que tu dis, c'est que finalement le chemin était merveilleux et finalement le plus important, c'est certainement le chemin. Mais est-ce que tu as déjà des enseignements un peu de ça Alors oui, on a des enseignements parce qu'on se dit toujours qu'est-ce que j'aurais dû faire. Donc en fait, on rembobine le film. En fait, c'est des questions qu'il ne faut pas se poser. Non, mais parce qu'on ne changerait pas et on tourne en boucle. Voilà. Il faut simplement tirer de l'expérience de l'apprentissage. Hein, comme dans une compétition, on gagne des matchs, on en perd. D'ailleurs, en compétition, on en perd beaucoup plus qu'on gagne de matchs. Hein. Alors, je ne dis pas de matchs de compétition, parce qu'effectivement, dans une compétition, je gagne plus de matchs que je n'en perds. Mais des compétitions, on en gagne beaucoup moins que l'on gagne. Donc la vie entrepreneuriale, c'est pareil, et l'échec nous permet que d'avancer. Et si on peut parler un tout petit peu d'échec, c'est ce qui va nous permettre de construire les victoires. Comment tu l'abordes ça, justement ? Alors, l'échec, toi. Comment j'aborde ? Alors, il faut l'aborder très très positivement, puisque c'est grâce à l'échec qu'on va progresser. Je prends un exemple tout simple. Hein, je crois que bébé tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Imaginons simplement qu'on se dise basta, au bout de 10 fois, j'arrête parce que j'en ai marre de tomber. On serait tous à 4 pattes aujourd'hui. Donc bon, l'exemple prête à sourire, mais voilà, c'est
l'échec va vraiment nous permettre d'avancer, on va apprendre. Il y a le principe aussi, ce que j'appelle le principe de sérendipité, c'est-à-dire qu'on apprend par échec, on va tenter des choses, ça va échouer, et puis on ne sait pas pourquoi, certaines choses vont marcher, d'autres pas, et donc c'est en testant qu'on va pouvoir réussir. Et pareil en entreprise, moi c'est important de tester, que mes collaborateurs testent, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent échouer, ça je leur en voudrais jamais. Voilà. C'est différent que de faire une faute. Hein, voilà. Faire une faute, c'est soit volontaire, soit on ne fait pas attention, on répète toujours la même chose, donc là, ça devient une faute. Mais l'échec était très important. Voilà. Elle fait partie de la construction même de la réussite. Donc, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et juste pour revenir à l'objectif, au projet en tout cas, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut définir un rêve et pas un objectif. Que ce rêve, donc, il doit être vital, comme tu nous l'as expliqué avec ces composantes-là. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas bien défini ce rêve ? Alors, effectivement, c'est important de bien se poser la question de son rêve. Est-ce qu'il est vraiment vital, voilà, qui va nous donner du sens. Je ne vais pas revenir sur l'acronyme vital, mais ce qui se passe si on s'aperçoit, enfin, on risque même de ne pas s'en apercevoir que ce n'est pas notre rêve vital. On va se fatiguer. On va se décourager et puis le rêve va devenir un cauchemar en fait parce qu'on va s'attacher à l'accomplir mais en fait si c'est pas le nôtre, s'il n'est pas vital, le rêve va se transformer en cauchemar et on va s'épuiser. Et c'est là que du coup il y a le sujet du corps et de l'écoute. C'est-à-dire que si... Est-ce que... Enfin, comment dire ? Est-ce que... quand on a ces signaux-là, qu'il y a de la fatigue, l'épuisement, c'est que c'est pas nécessairement non plus que c'est pas le bon rêve. Ça peut être aussi des phases une des étapes en fait. Mais en tout cas, ça peut être un des signaux. C'est-à-dire que comment toi justement ton corps est à la fois un outil, à la fois une boussole, c'est ce que tu dis. Comment tu l'écoutes ? Comment t'en prends soin ? C'est quoi les signaux faibles que tu écoutes aujourd'hui en tant que chef d'entreprise et en tant que sportif ? Alors, effectivement, comme j'expliquais, cette rupture du tendon d'Achille, si mon tendon d'Achille a lâché, c'est que certainement je n'avais pas écouté la douleur. Alors, je sais qu'elle était présente, puisque je faisais des séances de kiné, mais voilà, je continuais et même encore plus fort. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que je prête beaucoup attention, par exemple, au sommeil. Faire attention au nombre d'heures de repos que j'ai parce que en tant que chef d'entreprise, on a envie d'avancer, de profiter aussi de ces soirées pour autre chose, mais on s'aperçoit que si on manque de sommeil au bon moment, on est moins à l'écoute, on est un peu plus vaseux, on est moins réactif, la carte mentale n'est pas là, les connexions neuronales se font beaucoup moins. Alors, en compétition, ça se ressent vite puisqu'on va perdre quelques fractions de millième, centième de seconde. Oui, particulièrement en escrime. Mais en escrime, mais pareil, dans la vie, dans l'entreprise, c'est peut-être pas avoir les idées bien claires et prendre des mauvaises décisions parce qu'on va être agacé, énervé et enfin ça va conduire à de mauvais choix. Voilà. Donc c'est écouter tous ces petits signaux. Également, j'explique très bien en faisant des routines, des choses que je faisais pas aujourd'hui. Je fais des étirements le matin. Okay. Je passe pas beaucoup de temps, 5 minutes par jour, mais multiplié tous les jours jusqu'à la fin de l'année, ça représente 90 heures, j'ai calculé à l'année. Je prends un exemple, prendre le métro. Au lieu de s'arrêter pile poil devant son lieu de travail, on s'arrête 1 ou 2 arrêts avant, ça fait marcher 1 ou 2 kilomètres, et puis à la fin de l'année, c'est l'équivalent de 13 marathons, par exemple. T'as fait ces donc petits calculs-là, j'ai fait ces petits calculs. Donc voilà, c'est écouter, c'est son corps, et puis c'est pas forcément passer beaucoup de temps, mais voilà, c'est tous les jours faire attention à ces petites choses. Je crois que c'est Jean-Claude Onesta qui disait répéter n'est pas recommencer. Voilà, donc ce qui est important, c'est toutes ces petites micro-actions au bout chaque jour va amener à de grands résultats. Et tu parles de routine, là tu parles de routine corps avec les étirements, etc. Mais dans ton bouquin, tu parles aussi de routine mentale. C'est quoi ? Alors, routine mentale, effectivement, moi j'ai appris à faire de la méditation en pleine conscience. C'est des choses, on voit très bien à la télé ce que ça représente quand on voit des sportifs se concentrer avec une serviette sur la tête, ou on a dû voir aussi des pilotes de Formule 1 parcourir leur parcours mentalement avant de s'élancer, ou pareil pour le skieur. C'est des choses que j'ai appris à faire. Alors, j'ai appris à le faire avec quelqu'un d'autre au début. Et tu as appris
Pour le sport, pour Pour l'escrime? le sport, voilà, Ok. totalement pour le sport. Comment? Enfin, En c'était fait, quoi? c'était parmi ces fameuses rencontres que j'ai fait. J'ai rencontré Ludovic, préparateur physique. Il m'a dit, écoute Emmanuel aussi, ton plafond de verre, parce que je me rappelle à un moment donné, je perdais mes circuits en quart de finale. J'arrivais en quart de finale et je perdais systématiquement en quart de finale, à tel point que dans le club, on m'avait appelé Monsieur 4 quarts. Ouais. Donc c'est le surnom que j'avais, Monsieur 4 quarts. Ok. Et du coup, il me dit, bah, écoute, on va percer ce plafond de verre, je te présente une préparatrice mentale, Christelle, et puis on a fait des séances de coaching avec des séances de méditation en pleine conscience. Et c'est lors de ces méditations qu'elle m'a appris aussi, alors il y a des techniques, apprendre à visualiser ses matchs, ses combats. J'ai appris par exemple, on appelle ça tirer, hein, quand on fait un combat sur un adversaire, j'ai appris à tirer sur ma bête noire. Il y avait des personnes sur qui le jeu ne convient pas, on fait que perdre. Et donc là, je m'entraînais, notamment pendant la période de Covid où les salles de sport étaient fermées, je faisais des matchs mentalement contre notamment les personnes qui étaient plus fortes que moi. Et systématiquement, pendant ces périodes-là, je faisais que les battre. Et en fait, la transformation qui s'opère dans la tête, c'est-à-dire que le cerveau, la tête ne fait pas la distinction entre le vrai et du faux. Et en fait, quand je retombe sur ces personnes-là, dans ma tête, je les avais déjà gagnées plusieurs fois. C'est une forme de visualisation. C'est de la visualisation, exactement, tout à Ok. fait. Et puis également, en routine, j'ai l'habitude de le faire maintenant le soir, m'endormant, dans le lit, tranquille. Ok. Je visualise un match, j'y visualise, alors notamment je visualise aussi mon rêve, j'en parle, hein, visualiser son rêve, c'est-à-dire le vivre. Je vis que je suis sur la piste, c'est la dernière touche, si jamais je deviens champion, si je la mets pas, je ne le suis pas. Bien entendu, dans mon rêve, je la mets, j'entends la clameur de la salle, je ressens la sueur, je ressens la fatigue, c'est vraiment tous les sens qui sont en fonction. Je me vois monter sur le podium, la Marseillaise et tout ça. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle vivre son rêve. Et en fait, en se permettant de le vivre, le cerveau enlève cette barrière, ce plafond de verre. Mais alors, c'est un entraînement quand même, non, pour le vivre. C'est un entraînement, oui. Et aujourd'hui, moi, je le pratique et ça va assez vite puisque c'est devenu une habitude. Et en plus, c'est un bienfait, c'est-à-dire qu'on pense à des choses positives et généralement, je m'endors dans les minutes qui suivent puisqu'il n'y a pas le petite bicyclette du cerveau qui se met en marche en pensant soit aux problèmes de la journée, soit en pensant à ce qu'il faut régler le lendemain. Voilà, on s'endort avec du positif et en même temps, on a permis à notre cerveau, ce que j'appelle d'engrammer des choses qui vont nous permettre d'être mis en place plus tard. C'est trop intéressant parce que ça a beaucoup de vertus finalement. Oui. Après, je trouve que la visualisation, c'est pas si simple. Oui. J'avoue que ça fait quelques temps que je ne le fais plus, mais j'avais un moment où, en venant au travail le matin, je visualisais un peu 3 écrans devant moi. C'est un truc un peu classique, hein, mais l'écran de gauche, c'était mon objectif de la journée professionnelle, vraiment l'atteinte de ce rêve, de ce rêve. Moi, je parlais d'objectifs, pas de rêve, tu vois. C'est peut-être parce que pour le coup, ça peut être n'importe quoi, hein, finaliser un budget, signer un truc, ou juste avoir, j'en sais rien, traiter telle ou telle chose. Donc, je visualisais ça à gauche. Au milieu, quelque chose non, au milieu, pardon, je mettais le rêve pour le coup à long terme. Ça, c'était vraiment le rêve. Et donc, comme tu viens de l'expliquer là. Et à droite, quelque chose de personnel. C'est-à-dire, en gros, ma journée sera réussie si personnellement, je ressentais l'émotion à la fin de la journée. Mais je trouve que je l'ai fait pendant un moment, je le fais plus, c'est dommage d'ailleurs, et il faudrait peut-être que je m'y remette, mais je trouve que c'était pas si simple en fait de... Là, quand tu l'expliques, tu dis que ton rêve, tu le visualisais en ressentant vraiment les choses, quoi. Tu dis, voilà, je ressentais la transpiration, le machin, enfin, tu vois, vraiment... Et je trouve que c'est vraiment un entraînement. Et je suis persuadée de la pertinence de cette visualisation. Mais il faut quand même plonger là-dedans. Tu as des outils là-dessus ? Je suis d'accord, effectivement, tu parlais d'objectif, et c'est vrai que l'objectif il est toujours lié à un chiffre, à un résultat. Alors que le rêve n'est pas lié à un chiffre et à un résultat. Donc quand on vit son rêve, en fait, il faut faire vivre ses émotions. Il faut ressentir ses émotions, il faut ressentir son corps, et c'est comme ça que moi je le vis. Okay. Mais quand on t'a accompagné là-dessus, c'est quoi les méthodes un peu qu'on t'a transmises ? C'était typiquement de faire ce que tu fais là le soir ?
ou d'autres choses, enfin, ou Alors, c'était la façon de le faire? on a fait plein de méthodes. Après, chacun va piocher ce qui lui convient et ce qui lui convient pas. Je sais que j'ai appris à faire des choses. Moi, ça m'allait pas du tout. Ok. Puis Comme quoi? d'autres. Alors, par exemple, c'était pour apprendre aussi à se concentrer. Ok. Alors, on tourne autour un petit peu de tout ce qui est les méthodes du cerveau, hein, des neurosciences. Pour apprendre à se concentrer, c'est de fixer un objet. Donc le plus simple, c'était fixer une bougie, une flamme, et de rester fixé le plus longtemps possible sur cette flamme sans penser à rien d'autre. Donc voilà, au bout d'un moment, Dur. c'est dur, puisque à un moment donné, il y a le cerveau qui commence à partir, et là, hop, non, on le ramène, et on pense qu'à la flamme, et en fait, c'est pour être hyper concentré sur quelque chose, et en fait, en compétition, ou pareil, hein, on est en rendez-vous avec un client, par moment, on est en discussion, et puis on a quelque chose qui arrive, et on perd, voilà. Donc ces méthodes-là permettent à rester très, très concentré, très focus. Mais ça te convenait pas? Ça me convenait pas. Si, j'ai fait au début, et puis voilà, j'ai lâché. J'en ai d'autres aussi. En tout cas, tu as gardé celui que tu fais le soir, là? J'ai gardé celui que je fais le soir. Également, alors en compétition, il y a aussi ce qu'on appelle l'ancrage. Juste avant un match, je me mets à marcher, et en marquant fortement les pas au sol. Et à chaque fois que le talon touche le sol, je me répète toujours un mot ou deux. Voilà, je sais que le match va être compliqué. Je me répète le mot combat, combat, combat. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'agressif par nature. Pourtant, l'escrime est un sport de combat, hein, plus que d'opposition, même de combat, parce que c'est l'esprit d'un duel. Donc, il faut être vraiment dans le combat, et il faut avoir un petit peu d'agressivité. Donc, si on ne l'a pas et qu'on arrive la fleur au fusil, ça va être compliqué. Ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne, mais c'est souvent celui qui en veut le plus. Donc voilà, pour chercher, pour faire monter... Et donc là, toi, tu te rappelles ça? Voilà, je me rappelle ça en me disant, ça va être un combat, il va falloir y aller, et voilà, ça me met dans cet état d'esprit-là. Et donc ça, tu marches de manière appuyée, en fait. De paire appuyée, voilà. Donc très consciente, en fait. En ligne droite, très consciente, en me répétant ce mot-là. Et pour être une fois en face de l'adversaire, ne pas avoir peur de lui, simplement en disant, voilà, je laisse le combat se faire. Et dans ton univers professionnel, en tant que chef d'entreprise, tu as des petites routines aussi comme ça? Alors on est plus sur de la respiration quand on est agacé, énervé. Voilà, l'objectif c'est de sortir du bureau, marcher, faire de la respiration ventrale. Ça permet de tout de suite relâcher la respiration, quelque chose que j'ai appris. Je n'avais pas respiré par le ventre. Je vois bien. J'ai appris à respirer par le ventre, et ça fait relâcher la pression. Ça peut être avant une assemblée générale, une réunion importante aussi. Voilà, ça permet de faire tout ça. Et également dans le sport, voilà, c'est les 2-3 exercices de respiration que je fais. L'arbitre va lancer le match en me disant, êtes-vous prêt? Allez. Et à ce moment-là, je sais que je prends 2-3 respirations ventrales pour lâcher toute la pression qu'il peut y avoir. Ok. Oui, tu as tes rituels, en fait. Des rituels. C'est vraiment, c'est pour ça que tu dis que c'est des routines mentales. C'est vraiment, tu as de vrais rituels, quoi. On voit des joueurs de tennis qui en ont. Si on prend le joueur de tennis espagnol gaucher, dont je viens de perdre le nom, là, qui a remporté plusieurs fois Roland Garros, qui s'appelle Nadal, on pense même qu'il a des tocs. Non, c'est vraiment des rituels pour se mettre dans sa bulle de concentration. Ouais. Oui, c'est pas des tocs. C'est pas des tocs. Ouais. Et ça peut devenir des manies. Parce que c'est rassurant, en fait, au bout d'un moment, non, c'est ça? C'est rassurant, mais le piège, c'est si on ne les fait pas. Et je me souviens... Tu ne te sens pas confortable, tu te sens pas en sécurité? Pas parce qu'on ne les a pas fait. Voilà. Il faut ne pas être prisonnier de ça. Voilà. S'il arrive quoi que ce soit en disant, j'ai pas le temps de faire ce rituel-là, il ne faut pas en être prisonnier. Oui, mais alors comment? Parce que du coup, si ça devient quelque chose qui t'aide profondément, et que tu sais que tu n'as pas eu le temps de faire, tu te sens un peu démuni. Oui, exactement. Enfin, c'est pour ça qu'il faut ne pas en être prisonnier. C'est important de les faire, mais si on les fait pas, faut pas se dire voilà, c'est pas le chat noir qui passe sous l'escabeau, rien ne va nous arriver. En fait, il faut revenir à l'essentiel en disant je maîtrise, je sais faire, donc rien ne peut m'arriver. Donc tu te parles beaucoup.
D'une On se certaine parle manière. beaucoup. Voilà, Ouais. alors Tu c'est te important. coaches en fait. On s'auto-coach, effectivement, Ouais. c'est quelque chose que j'ai découvert. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup à la télé, les champions qui se parlent. Maintenant, avec les caméras, les micros, on entend tout. Et c'est très important de se parler à soi-même. Ouais. Alors, c'est un peu plus compliqué en entreprise, hein, parce qu'on va dire, mais il est fou. Voilà. Imaginons un patron qui se dise, merde, parce qu'il a pas réussi. Pourtant, c'est important de faire tomber tout de suite la pression. Alors, il y a beaucoup de stress, de peur en compétition comme en entreprise. Et donc le stress, quand il monte, c'est une émotion et il ne faut pas la contenir, il ne faut pas la maintenir. Et en fait, on a souvent appris de la garder, ça ne se maîtrise pas, ça ne se contrôle pas, ça se maîtrise. Et en fait, dès qu'on sent à ce moment de panique qui peut arriver, il ne faut pas hésiter à la lâcher tout de suite, puisque sinon on va l'enfouir et puis elle va sortir au pire des moments. Ok. Donc voilà, effectivement, on voit tous ces joueurs crier, hurler ou même s'encourager, et c'est important de se... Ils lâchent en fait. Et lâcher, Ouais. voilà, et s'encourager. Je me souviens encore d'un autre conseil que m'a donné le préparateur mental. Il m'a dit, Emmanuel, quand tu trouves... Sur des matchs, je ne trouvais pas la solution. Je ne trouvais pas la solution. On fait appel à notre cortex, hein, c'est le cerveau qui permet d'amener la réflexion. Et il me dit, Emmanuel, je te donne une astuce. Parle-toi à toi-même, à la troisième personne, comme si tu parlais à quelqu'un d'autre, en disant qu'est-ce que je peux faire là-dessus ? Qu'est-ce que je peux faire par là-dessus ? Et reste là-dessus et tu verras, les réponses vont arriver. Et Tu t'interroges. On s'interroge et en fait, voilà, c'est une autre partie du cerveau qui va répondre. Ce n'est pas forcément le cerveau, la partie cortex de l'intelligence, c'est le cerveau limbique, hein, qui va nous chercher les émotions, tout ce qui est enfoui, on va trouver des réponses. Intéressant. Et pour revenir à ta méthode, tu parles aussi du fait qu'il est nécessaire de construire sa légende. Oui. Voilà, moi, je me demande en quoi... Alors, qu'est-ce que tu appelles la légende et en quoi l'identité, finalement, conditionne notre performance ? Alors, c'est vrai que c'est bien beau. On a vu qu'il fallait avoir un rêve, un rêve important, qu'il faut rêver grand, qui fait peur. On va avoir derrière, ça va nous amener effectivement de la motivation, qui va nous amener de la volonté, puis l'énergie pour accomplir. Oui, parce que, pardon, ce que tu as dit rapidement au début, mais qui est quand même important, c'est que ce rêve, parce qu'il est indépendant, qu'il est ludique, en gros, qu'il nous fait du bien, qu'il nous motive, il nous motive, justement. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a les ressources pour... découper ce rêve en projets et les faire, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai pas du tout envie d'aller m'entraîner, mais je repense à mon rêve et je me dis oui, si je fais ça, c'est que c'est pour ça, et du coup, ça me redonne de l'énergie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est évidemment valable dans le sport, c'est évidemment valable quand on est chef d'entreprise, mais c'est aussi applicable à nos équipes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chacun rêve pour avoir un sens en fait dans ce qu'il fait, c'est ça. Exactement. Alors, c'est plus compliqué en entreprise puisque en fait on a notre propre rêve pour notre entreprise, donc il faut le partager avec nos collaborateurs. Et puis ensuite individuellement chaque collaborateur a son propre rêve dans l'entreprise. Donc voilà, à chacun. D'où l'importance d'avoir ces échanges avec nos collaborateurs pour connaître leurs rêves. Ok, et donc du coup, pardon, je t'ai coupé, mais tu disais en gros, on a un rêve qui fait peur. Oui. Du coup, grâce à ce rêve vital, on a la motivation. La motivation va décliner la volonté, et la volonté va nous permettre d'avoir l'énergie et la résilience. Mais on va connaître l'échec, on va avoir de la démotivation qui va arriver, et c'est important aussi d'avoir ce fameux costume, se mettre ce costume mental. Je crois que c'était la question que tu me posais. Oui, quel était Tu parles de construire sa légende. Sa légende. Et je te posais la question. C'est un petit peu ça. Quand on accueille un candidat, par exemple, aux élections présidentielles, on va toujours l'accueillir en disant « et voici le futur président ». On va pas dire et voici la personne qui aimerait devenir président, parce qu'en fait c'est important de se mettre dans cet état mental, d'être déjà d'avoir déjà d'endosser ce costume. Par exemple, moi je dis, si mon costume c'est le costume d'un champion, c'est quoi le costume de champion ? C'est se comporter, on va dire, avec le même état d'esprit, la même motivation, avoir les mêmes ambitions. Les épaules. Mais les épaules, en revanche, voilà, il ne faut pas être arrogant. C'est important donc d'enfiler ce costume. On dit que le costume ne fait pas le moine, mais je pense que c'est l'inverse. Le costume fait le moine, justement. Et construire sa légende, c'est ça. C'est ça, en fait, tout à fait. Quand tu dis la
la légende, c'est qui tu veux être, quoi. Exactement, c'est qui je veux être, et on a tendance à se mettre des barrières mentales, et ce costume, quand on filme, enfin, virtuellement, hein, vous l'avez bien compris, nous permet de nous mettre dans la peau de notre personnage. Par contre, il faut quand même que ça nous ressemble, parce que enfiler un costume qui n'est pas nous, alors tu vas me dire, peut-être que si le rêve est le bon, c'est forcément le bon costume, c'est ça? Exactement, tout à fait. J'allais dire, voilà. Si ça te ressemble pas, pour le coup, je pense pas que tu puisses être quelqu'un d'autre, en fait, et être performant en étant quelqu'un d'autre. Tout à fait. S'il est vital, s'il a du sens, le costume... Voilà, il faut Ouais. pas être arrogant. Si je me dis, tiens, j'enfile mon costume de champion du monde et que je me prends pour un champion du monde alors qu'on l'est pas encore, voilà, c'est là où il y aura un gros décalage vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Voilà, mais le costume, c'est enlever toutes ces barrières-là et se définir déjà comme la personne qu'on veut être, ou l'objectif, le rêve qu'on veut atteindre. Et avoir la victoire en nous. Avoir la victoire en nous, D'où ton titre, quoi, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends. Ok. Et pourquoi tu penses que, si on prend un peu de hauteur, pourquoi tu penses que les dirigeants oublient parfois le rêve? Alors, on en parlait tout à l'heure, tu fais d'être dans le quotidien, la pression, etc. Et au-delà de ça, n'écoutent pas leur corps. Enfin, pourquoi on se déconnecte autant de l'essentiel quand on est chef d'entreprise ou même pas que chef d'entreprise, parce que je pense que c'est le cas vraiment de postes à responsabilité qui oublient l'essentiel, quoi. Alors, soit je pense qu'on a totalement oublié le rêve qu'on voulait faire et qu'on aborde ce job, petit à petit, et puis on est pris par les chiffres, les résultats multiples, les bidas, l'actionnariat et tout ce qui s'ensuit, et on en oublie même l'aventure entrepreneuriale, puisque l'aventure entrepreneuriale est une magnifique aventure. On rencontre des gens, on travaille avec des personnes, des équipes. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans l'entreprise. Voilà, c'est toute cette aventure qu'on construit ensemble en partant de petit et à construire une grosse maison tous ensemble. Ouais, et donc tu penses que c'est ça, c'est qu'on l'oublie petit à petit parce qu'il y a des couches qui se mettent par-dessus. Qui se mettent par-dessus, oui. Et gros, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce rêve, on l'écrit et on se l'affiche dans le bureau pour pas l'oublier? Ou comment toi tu fais? T'as pas besoin de ça, là aussi, t'es dans ta visualisation, donc tu pour l'entreprise, c'est vrai que quand j'ai créé l'entreprise, au tout début, j'ai pris un cahier et j'ai noté le chemin de l'entreprise et comment je la voyais. Il y a 20 ans, tu as fait ça? Il y a 20 ans, j'ai écrit comment je voyais l'entreprise 20 ans plus tard. Alors, c'était très ambitieux parce que je voyais très grand, mais voilà, j'ai écrit des choses et puis après, on découle en disant si je veux être là dans 20 ans, dans 10 ans, et puis demain, qu'est-ce que je fais? Okay. Et puis après, les choses se font naturellement. Les concours de circonstances, les occasions, et puis il faut compter aussi sur la chance, on l'oublie. Le facteur chance intervient énormément, donc quand il y a de la chance, il y a aussi le revers de la médaille, c'est la malchance, donc il faut faire avec aussi. Et tout se passe pas forcément comme on l'avait prévu. La chance est différente, et le hasard est différent. Voilà, le hasard n'existe jamais, puisque par exemple, si on gagne au loto, c'est par chance, si les numéros sortent, mais voilà. Mais c'est pas par hasard, parce qu'on a été au bureau, on était chez une marchande de bureau de tabac pour aller chercher son billet de loto, on a coché les cases, nos numéros fétiches ou pas, mais voilà. Ok, et j'ai un autre point que je voudrais aborder, qui me paraît évident, mais tu parles de la maîtrise du temps pour gérer ses priorités. Oui. Parce que tout ça est bien beau, on a défini le rêve, on a toutes ces composantes, mais quand on a un rêve qui fait peur, c'est un rêve très ambitieux, il y a évidemment derrière beaucoup d'étapes pour atteindre les objectifs à l'intérieur de ce rêve. C'est quoi tes trucs, toi, en tant que chef d'entreprise, pour maîtriser ton temps et bien définir tes priorités? Alors là, c'est vrai qu'on est vite phagocyté et pris par le temps. C'est la ressource la plus importante. Le temps, je ne vous l'apprends rien. Est-ce que vous savez, quand on se lève le matin, on a 1000 minutes devant nous. Parce qu'une journée fait 24 heures. On dort plus ou moins 8 heures, ce qui représente 16 heures dans une journée. Et 16 heures, c'est 1000 minutes. Donc, en fait, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait tous les matins en se levant de ces 1000 minutes? Sachant que le sommeil, on l'a vu, était quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas du temps perdu. Mais en fait, on a 1000 minutes devant nous. On peut être actif devant.
J'adore le fait que tu dises 1000 1000 minutes. Parce que parfois, quand tu dis ça va me prendre 15 minutes, c'est très clair. C'est une ressource qu'on a. Et en fait, c'est la ressource, contrairement à toutes les autres ressources qu'on peut stocker, qu'on peut échanger, qu'on peut acheter, mettre de côté, celle-ci, on ne peut rien faire. Une fois qu'elle est passée, elle est passée. Donc, l'importance pour moi, c'est de l'utiliser à bon escient. Ça ne veut pas dire que ne rien faire, c'est du temps perdu. Mais si je décide, par exemple, de flâner une demi-heure, de faire la sieste, de déconnecter, de regarder un match de foot, j'ai décidé. Voilà. Le pire... Pour moi, c'est d'avoir du temps qui passe sans que j'ai décidé. Et là, on peut parler... scroller sur Instagram et perdre son temps. C'est l'exemple que je prends. On est parti pour regarder 30 secondes notre téléphone et puis on s'est aperçu qu'il y a 15 minutes, une demi-heure qui sont écoulées. On n'a rien retenu. Et voilà, c'est le temps qui s'est évadé. Donc toi, tu priorises en te rappelant qu'il y a ces 1000 minutes. Qu'il y a ces 1000 minutes. Et qu'en gros, chaque minute compte. Est-ce que ça ne met pas non plus une pression non, parce tout le temps ? Non, parce que ce que tu dis, c'est que finalement, tu peux prendre 3 minutes pour rien faire. Si je me les autorise, je dis voilà, je fais rien, mais du moment que j'ai décidé de les prendre, voilà. Lâcher prise. Ça, c'est quand même difficile parce que quand tu es dans la performance, que ce soit là aussi sportif ou professionnel, prendre du temps, alors même si... On est bien en train de se dire, et je suis évidemment alignée avec ça, que c'est essentiel de prendre du temps et de faire attention à soi. Il y a quand même toujours un truc sur la to-do list qui paraît plus important. Oui, et puis c'est là qu'il faut faire des choix. On ne pourra pas tout faire, donc il va falloir arbitrer, faire des arbitrages. Moi, je l'ai souvent vécu de manière très, très anecdotique. J'ai une compétition le lendemain et puis également on me propose une invitation chez des amis le soir même. Donc en fait, il faut faire des choix. On a envie de faire les deux parce que matériellement, on a le temps de faire les deux. Mais après, alors ça m'est déjà arrivé justement de ne pas choisir et de faire les deux. Et en fait, je n'ai pas profité de ma soirée. parce que je pensais qu'il ne fallait pas trop boire, pas se coucher trop tard parce que le lendemain il y avait une grosse épreuve, donc je bousille ma soirée et puis finalement le lendemain je performe pas parce que finalement j'ai quand même je me suis couché trop tard, donc voilà, donc faut faire des choix, ça veut dire effectivement arbitrer, mais c'est pas des sacrifices puisque du moment qu'on poursuit notre rêve vital, ce choix-là nous permet d'atteindre ce rêve. Du coup le choix est simplement quelque chose qui est choisi et surtout pas un sacrifice. Et si c'est un sacrifice, c'est une indication qu'en fait notre rêve n'est pas vital. Ok. Moi, ce que je me dis en t'écoutant, c'est qu'en fait, atteindre ses objectifs ne dépend finalement pas... atteindre ses objectifs... son rêve, c'est pas tant une question d'ambition, parce que parfois il y a un peu ça, tu vois, je trouve qu'on regarde un petit peu l'atteinte d'objectifs, en tout cas professionnelle ou sportive, avec une notion d'ambition. C'est plutôt une question de lucidité, en fait. Oui. Sur soi, sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qui nous fait du bien. Enfin, finalement, c'est se connaître, quoi. Exactement. Atteindre ses objectifs, c'est être un résultat. Ça va être devenir le champion qu'on veut être, le chef d'entreprise qu'on veut être. En revanche, atteindre son rêve, c'est sortir plus grand, plus fort de cette aventure qui est l'aventure de la vie. Waouh, je crois qu'on va conclure là-dessus, c'est Merci, chouette. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci, Agathe. J'aime retenir cette idée finalement que notre performance, elle dépend de notre rêve et d'une forme d'honnêteté qu'on a envers soi-même, d'être capable de voir en fait ce qui est juste pour soi, d'écouter ce qui se joue en soi aussi. J'espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous à 1 ou 2 personnes. Et puis, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute pour être informé des prochains épisodes. Et je vous dis à très bientôt dans Take Off.